Bien, il est 17h34, bienvenue à tous. Bienvenue dans les rencontres virtuelles entre les étudiants jurés et les 7 réalisateurs en lice pour cette 7e édition du prix du cinéma des étudiants. 7 rencontres, une par réalisateur, et aujourd'hui, c'est la dernière déjà, et c'est Amine Sidi Boumedienne qui nous fait l'honneur d'être parmi nous pour parler avec vous de son film Abou Leila, qui est en lice pour le prix cinéma des étudiants. Cette rencontre va être animée par Antoine Guillot, qui est producteur de Plan Large sur France Culture, tous les samedis à 14h. C'est notre émission de cinéma, France Culture. Et avant de vous et de leur laisser la parole, 3 petites choses. Merci à tous de couper votre micro pour éviter les interférences pendant la rencontre. Pour poser une question, vous connaissez désormais le principe. Levez la main via le petit signe levé de main et vous activez alors votre micro et caméra. Et sinon, veillez à bien couper votre webcam en permanence, sauf quand vous intervenez, pour que le réalisateur apparaisse seul et en grand à l'écran. Une dernière chose, cette rencontre est enregistrée pour diffusion auprès des autres jurés qui n'ont pas pu se libérer. Donc, si vous ne voulez pas apparaître à l'écran quand vous posez votre question, tout simplement, vous n'activez pas votre webcam. Voilà, je laisse la parole à Antoine Guillot, qui est parmi nous, et Amine Sidi Boumedienne, qui est également parmi nous et qui a activé sa webcam et son micro. Super. Euh, merci, Amine. À toi, Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Amine, ravi de vous revoir. On s'était rencontrés, c'était en début juillet de l'an dernier, à un moment déjà où les salles avaient pu réouvrir entre 2 confinements. Et on avait fait une rencontre France Culture, une séance France Culture, comme on les appelle, au cinéma Majestic Bastille. Donc je vais d'autant moins vous poser des questions que je vous en ai déjà posé beaucoup avec les spectateurs de cette séance. C'est donc vous, chères étudiantes, chers étudiants, qui allez poser les questions à Amine. Je vais le présenter rapidement. Amine Sidi Boumedienne, il appartient à cette nouvelle génération de cinéastes algériens qu'on a vu apparaître, et notamment l'année où il était à Cannes à la Semaine de la Critique avec ce Abou Leila. Il y avait Mounia Medour qui était aussi avec Papicha. Il y a toute une nouvelle génération qui se réunit autour d'une maison de production notamment qui s'appelle Tala Film, qui vous suit depuis longtemps puisqu'elle a produit vos 3 courts-métrages depuis 2010. Il y avait eu Demain Alger, Lille et puis Serial K. Mais pendant tout ce temps-là, il y avait aussi Abou Leila, si je me souviens bien, parce que c'est un projet qui a mis longtemps à mûrir et qui vous a accompagné pendant longtemps. Alors avant que vous ne preniez la parole pour poser des questions, est-ce que vous pouvez nous revenir un peu sur la genèse très longue de ce film, et est-ce qu'il ressemblait dès le départ dans votre esprit à ce qu'on a vu maintenant? Alors, je vais essayer de faire très très court parce qu'effectivement, ça a duré beaucoup de temps. Déjà, bonjour, très content de vous revoir, Antoine. Et bonjour à tout le monde. Je vois personne là pour l'instant, mais je dis bonjour à tout le monde. Et pour faire très très court, en fait, à la base, c'était un court-métrage que j'ai écrit en 2009, donc avant même de tourner mon premier court-métrage officiel, on va dire, parce que j'avais tourné pas mal de courts en autoproduction. Et du coup, pour résumer, c'était un peu la fin du film. Ça se passait uniquement dans le désert. C'est un type qui se faisait recueillir par un village de Touaregs perdu dans le désert. Et puis, il y avait cette histoire avec ce terroriste imaginaire et cette bête à la fin du film. Et c'est vraiment plusieurs années plus tard, enfin plusieurs années vers 2013, je dirais, que j'ai écrit une première version du scénario, que j'ai ensuite énormément retravaillé pendant les 2 années suivantes, jusqu'en 2015, je dirais, où j'ai eu une version plutôt proche du film tel qu'il existe aujourd'hui, oui, plutôt proche. Donc toujours avec cette volonté de mélanger l'histoire avec quelque chose de beaucoup plus psychologique, beaucoup plus subjectif, limite philosophique, avec des rêves, une entrée dans la conscience du personnage. Et cette volonté, effectivement, de brouiller un peu les pistes, mais pas pour brouiller les pistes, mais pour, disons, accepter le fait accepter le côté surréaliste du film, je dirais, globalement. Donc voilà, en résumé. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Alors Marion vient de lever la main. Oui, justement par rapport à cette dimension onirique et un peu poétique du film, qui personnellement moi m'a beaucoup, ça m'a beaucoup plu.
Est-ce que vous avez des sources d'inspiration? Parce que j'ai vu dans pas mal de critiques sur des sites, des blogs, et moi, ça me fait penser un peu à David Lynch. Est-ce que, par exemple, pour vous, c'est une source d'inspiration ou pas du tout? Ou est-ce que... Bah, le problème avec David Lynch, c'est que, bonjour Marion déjà. Et le problème avec David Lynch, c'est que on peut pas dire qu'on n'est pas inspiré par lui, parce que je pense qu'on est, enfin, tous les réalisateurs de mon âge, enfin, la plupart sont plutôt fans, j'imagine, pour des raisons différentes à chaque fois. Maintenant, pour être tout à fait honnête, non, je pensais pas forcément à lui en écrivant ou en tournant. Et pour être tout à fait honnête, en fait, je pensais pas à grand-chose, mais il n'y a pas besoin de penser à une référence précise pour qu'elle s'invite d'elle-même dans votre travail, hein. Donc, oui, oui, moi, c'est un cinéaste que j'adore et en règle générale, j'aime les cinéastes qui, un peu baroques, je dirais, qui n'ont pas peur d'aller au fond des choses, qui n'ont pas peur, parfois même des réalisateurs maniéristes, c'est-à-dire qui travaillent beaucoup l'esthétique de leurs films, qui explorent énormément la psychologie de leurs personnages, qui essaient d'entrer dans leur tête. Et j'aime aussi énormément les films où les rêves sont traités d'une manière assez pointue, je dirais. Enfin, on met le rêve à égalité avec la réalité. Donc voilà, donc il y a énormément de cinéastes en fait, hein, qui sont allés dans cette direction. Moi ensuite, si je dois citer des références, enfin, je citerai plutôt des cinéastes que j'aime, hein. C'est assez varié en fait. Euh, Par exemple, ben oui, David Lynch, effectivement, mais j'aime aussi énormément un réalisateur italien qui s'appelle Elio Petri, et pour le coup, c'est pas du tout ce style-là. Mais pourtant, dans ses films, par exemple, c'est réaliste, mais sa manière de filmer est plutôt baroque, plutôt, comment dire, un peu opératique, tout en traitant de sujets très réalistes. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Ou un cinéaste comme Werner Herzog, que j'aime énormément aussi. Et c'est la même chose, il traite de sujets sérieux, mais ça n'empêche pas d'avoir un point de vue purement cinématographique. Et voilà quoi. Enfin, ce serait vraiment trop long, hein. Je pourrais citer énormément de cinéastes comme même le cinéma allemand muet, comme enfin, des cinéastes comme Murnau, par exemple. Enfin, voilà. C'est un peu ce monde-là qui m'attire. Mais ensuite, le cinéma réaliste m'attire tout autant. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est justement ne pas avoir de limites. Voilà, quand j'ai fait Abou Leila, je ne voulais pas m'imposer de limites, qu'elles soient conceptuelles ou esthétiques. Je voulais être totalement moi-même et je me disais, voilà, la cohérence va apparaître de cette façon. Parce que voilà, si je suis totalement moi-même et que je crois en ce que je fais, en l'univers que je mets en place, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un concept précis en démarrant le tournage. Un concept visuel, hein, je veux dire, ou cinématographique. Alors, je vous trouve bien timide aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de mains levées qui souhaitent prendre la parole. Non, ah ben, vous êtes très très timide aujourd'hui. Moi, je prolongerai cette question quand même parce que vous parlez de concept visuel et sur le côté lynchien. Moi, c'est plus le son qui a pu me faire penser à David Lynch et notamment ce crépitement sonore. Et le son fait beaucoup pour nous plonger dans une incertitude sur l'état de Ouais. réalité de ce qu'on voit. Bah, en fait, pour être tout à fait sincère, c'est plus un cinéaste comme Buñuel qui m'a inspiré ce genre de choses. Mais pareil, je m'en suis rendu compte après coup, je me suis rendu compte, ou plutôt en travaillant le son en post-production, parce que par exemple, ce son n'était pas du tout prévu. J'ai construit énormément de séquences sur le son, comme la séquence dans l'hôtel, qui ne fonctionnait pas du tout sans son, par exemple. Mais là, par exemple, pour ce crépitement, je pensais plus à des films comme Belle de jour de Buñuel, où il y avait toujours un petit son qui annonçait le rêve, et ça, je trouvais ça vraiment génial. Vu que moi-même, quand je rêve, je me suis inspiré de mes propres rêves aussi. Moi-même, quand je rêve, c'est un peu ce qui se passe. Il y a un son comme ça extérieur euh, qui voilà, qui déclenche quelque chose d'onirique, quoi. Donc voilà, donc oui, Lynch, Buñuel aussi, c'est pour ça que je disais, c'est vraiment. Moi, je pense que David Lynch, c'est un peu une marque maintenant. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre dans un film, hop, directement, c'est Lynchien, alors que vraiment, c'est pas forcément le cinéaste auquel je pense, même si je suis extrêmement fan, notamment la troisième saison de Twin Peaks que je recommande à tout le monde, qui est absolument extraordinaire. Voilà, ensuite, j'aime pas tout de David Lynch, mais voilà, je pense que c'est vraiment tous ces cinéastes-là qui traitent le rêve, j'ai envie de dire, très sérieusement, en fait, qui lui donne toute sa place, quoi. Alors, quelqu'un se lancerait-il? Avez-vous une question à poser à Amine?
Sinon, je vais refaire la conversation avec lui, mais je vais le faire tout seul. Ça ne les inspire pas. Alors, Marion relève la main. Est-ce que vous avez à nouveau une question à poser? Moi, c'est pas vraiment une question, mais c'était plutôt pour rebondir sur toujours cette dimension onirique. Je trouve qu'on peut penser aussi au. Enfin, j'ai lu un recueil de poèmes algériens, parce que justement, enfin, de ce que si j'ai bien compris, le film se passe dans les décennies noires, donc les années 90 d'Algérie. Et j'ai vu qu'il y avait toute une génération de poètes, justement, algériens dans les années 90 qui, qui faisaient des poèmes, justement, assez surréalistes, donc totalement dans cet esprit-là que vous décrivez. Et voilà, c'était juste. Bah, écoutez, je suis très fan de littérature algérienne, mais les poètes des années 90, ben, je veux bien que vous me citiez quelques noms. J'avoue que je n'en ai pas énormément lu. Je lis pas trop de poésie algérienne. J'ai lu les poésies de Kateb Yassine, mais c'est déjà très ancien. Dans les années 90, il y a un poète que j'aime beaucoup, mais je l'ai découvert récemment, donc bien après le tournage, qui s'appelle Youssef Septi. Et effectivement, c'est drôle, mais quelqu'un j'avais publié quelques-uns de ses poèmes sur Facebook et puis des gens ont rebondi en disant c'est vrai que ça me fait penser à ton film, etc. Et je trouve ça très juste, effectivement. Donc j'étais très content de voir cette connexion-là. Mais c'est vrai que maintenant que vous me le dites, ce serait bien que je me penche un peu sur tout ça. Je lis beaucoup plus de romans algériens que de poésie. Voilà. Mais ensuite, je suis très fan de Rimbaud, par exemple. C'est un peu ça aussi. C'est comme Youssef Septi, c'est des gens qui parlent beaucoup enfin, le mot enfer revient souvent. Il y a toujours un bestiaire aussi qui est dans le coin. Donc oui, je pense qu'il y a des connexions, c'est sûr. C'est sûr. En plus, on en est encore aux influences. Une question écrite de Gabriel Brun-Rambaud. Autre inspiration, Shining de Stanley Kubrick. Est-ce que ce film a influencé le vôtre, notamment la scène de la tuerie dans l'hôtel? Oh, c'est toujours la même chose. Sans doute, oui, sans doute. Pour la petite histoire, Shining, je crois que c'est le premier film que j'ai vu de ma vie. Donc, j'étais d'ailleurs un peu trop petit. C'est peut-être pour Oui, ça. à quel âge? Franchement, je devais avoir 5 ans, mais je crois que j'ai pas fini le film. J'ai pas fini le film. C'est après que je me suis rendu compte que c'était Shining, avec la longue introduction en hélicoptère. Mais oui, sans doute que ça inspire. Mais ensuite, bon, vous savez, je pense qu'il y a eu d'autres films avec des meurtres dans des hôtels. Mais oui, sans aucun doute. Je pense qu'il y a une influence et je pense qu'elle est constante. Parce que quand on voit des films comme ça, quand on est très jeune, oui, ça reste des choses qui courent un peu dans votre inconscient. Oui. Alors, je ne sais pas si pour avoir des enfants cinéastes, il faut leur montrer Shining à 5 ans. On pourrait faire le test. Moi, je ne le montrerai pas à mes enfants. Alors, Bénédicte Boucher vous demande aussi par un message bonjour, j'aurais aimé en savoir plus sur les métaphores des moutons durant le film. Bah alors, moi, c'est des choses. Bon, si je fais des films et que je les fais de cette façon, avec pas mal de choses symboliques, c'est pour éviter de trop approfondir. Il y a énormément de grilles de lecture. Mais pour faire simple, pour faire très très simple, c'est pas vraiment des métaphores, mais disons que c'est très inspiré de certaines lectures que j'ai eues de René Girard, notamment sur le sens du sacrifice. Ça m'avait beaucoup inspiré. Ensuite, bon, je m'en éloigne assez parce que lui, il va sur des terrains qui ne m'intéressent pas forcément, très religieux et tout. Mais c'était une manière de rappeler un peu la fonction du sacrifice, effectivement, de montrer un peu cette espèce de permutation homme-animal. C'est-à-dire, à un moment donné, d'après ce que dit Girard, du moins, le sacrifice serait là pour détourner la violence sur un animal plutôt que de la faire subir à un homme. Et je trouvais ça vraiment très, très intéressant. Et j'ai retrouvé cette petite référence dans un autre livre d'un chercheur algérien mais c'était pas du tout son propos, mais il citait ça rapidement dans un livre sur la décennie noire. Et je me suis dit, bah oui, carrément, ce sont des choses plutôt liées. Et vu que mon film essaye surtout de ne pas, comment dire, de ne pas faire de connexion forcément entre islam et terrorisme, parce que pour moi, il n'en a pas réellement. Il y en a une en ce moment, c'est clair, mais à la base, enfin, islam n'égale pas violence. La violence, elle a pris plusieurs visages à travers les siècles, à travers les décennies, jusqu'à aujourd'hui. Je voulais quand même montrer un peu ce lien entre religion et violence, mais vraiment d'un point de vue anthropologique et symbolique. C'est-à-dire que cet animal que l'on tue, finalement, il représente un être humain. Et à un moment donné, en Algérie, je pense qu'il y a une espèce de confusion entre cette violence symbolique et la violence réelle. Et je trouvais ça très intéressant que mon personnage, qui est complètement perdu et qui se ment à lui-même sur sa propre violence intérieure,
préfère, de par son inconscient, remplacer des êtres humains par des animaux pour que son acte soit plus facile pour lui. Et ça, c'est quelque chose d'horrible. C'est une manière aussi de montrer, oui, la banalité de la violence. C'est vraiment ça, quoi. Le mec tue, mais il ne se rend pas compte qu'il est en train de tuer. Mais d'un autre côté, son acte est réel et il y a une vraie conséquence, il y a une vraie famille qui a été décimée. Mais en même temps, le propos du film est de montrer, de vous mettre à la place de cette personne. Donc, moi aussi, je vous en montre un minimum. On comprend bien qu'il a tué des vrais gens, mais on ne les voit pas vraiment. Enfin voilà, le film joue sur ces choses-là. Et à la fin, il y a une espèce d'inversion, une inversion totale. C'est-à-dire que la force de sa violence fait l'inverse, lui fait imaginer son pire ennemi et lui permet de combattre un animal que l'on ne combat pas normalement. Et d'ailleurs, il n'arrive pas à le... Enfin, si, il le tue, mais il perd la vie en même temps. Bon, j'espère que tout le monde a vu le film, parce que je vais spoiler à mort aujourd'hui. En principe, oui. Donc voilà. En gros, c'est ça. Mais c'est très difficile d'approfondir. Il faudrait vraiment des heures. Et à chaque fois que je résume les choses, ça paraît moins intéressant que ça l'est réellement. Enfin, je l'espère. Mais voilà, globalement, c'est ça. Une question de Nathan Michis. Oui, bonjour. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Vous pouvez allumer votre vidéo si vous Merci de acceptez déposer. d'être filmé. Ah bien sûr. oui. Ah oui, je peux. Ça marche pas tout le temps, mais je vais essayer. Voilà, je crois qu'on me voit bien. Donc, merci d'avoir de répondre à nos questions. Moi, j'ai une question par rapport à la structure du film. Parce que c'est vrai que ça commence un peu dans un film qui est un peu un buddy movie, si j'ose dire, donc un film de potes sur la route, même si l'objectif est pas très, finalement, pas très optimiste. Mais ma question porte du coup sur votre vision du film. Est-ce que vous vouliez faire plutôt un film qui était plutôt optimiste pour un sujet un peu sérieux, ou un sujet ou un film qui était plutôt grave sur un type de film qui est plutôt, qu'on a tendance à dire plutôt optimiste, plutôt feel good movie, comme peuvent être les films sur la route, quoi. Merci. Non, j'ai pas du tout réfléchi en ces termes, hein. Je me suis pas demandé si mon film était optimiste ou pessimiste. Bon, moi, je pense qu'il est un peu pessimiste quand même. C'est un film plutôt pessimiste parce il parle de quelque chose que j'ai vécu personnellement. J'ai vécu en Algérie dans ces années-là. Donc, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal, quand je traite ce sujet, j'ai beaucoup de mal à voir le côté positif. Mais il y en a, hein, évidemment, on a quand même vécu normalement. Enfin, voilà. Mais disons que non, c'est pas un film très, très optimiste. Ensuite, pour cette histoire de road trip, ben, moi, j'adore utiliser un peu les références du spectateur pour les détourner. Et ce que j'ai fait par rapport à la structure, c'est d'abord de ne pas du tout utiliser une structure de scénario classique. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment posé les enjeux dès le départ. Et ça, c'est quelque chose qu'un spectateur, disons, plus habitué aux narrations classiques pourrait me reprocher. Bon, apparemment, ça passe de justesse, mais ça passe. Mais c'était vraiment un parti pris, ça. C'est de dire au spectateur, ce qui est important dans ce film, c'est pas l'objectif de la quête, mais c'est les personnages eux-mêmes. Parce que la quête est en eux, en fait. C'est pas, ce terroriste n'existe pas, on s'en rendra compte avec le temps. Mais je ne voulais absolument pas poser cet enjeu dès le départ. Je voulais d'abord construire une relation entre les deux personnages. Ça, c'était le plus important pour moi. Et tout de suite poser qui est qui fait quoi, enfin, qui est perturbé, qui est le grand frère, qui est le petit frère, etc. Ensuite, pour le reste, oui, j'aime bien m'amuser avec des références, avec la référence du road trip, par exemple, alors qu'en fait, bon, finalement, c'est un road trip, mais il ne voyage pas tant que ça. En tout cas, ce côté-là du film n'est pas extrêmement approfondi. Il y a un peu de western, mais pas vraiment. Le film d'horreur, j'utilise ces codes, mais voilà, dans des directions bien précises. C'est pas un film d'horreur non plus. Comme je l'ai dit juste avant, vraiment, j'avais pas peur de faire un film baroque, c'est-à-dire un film qui n'a aucune limite. Maintenant, c'est peut-être un vrai premier film, justement. C'est un film qui est très naïf dans sa structure. Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'éviter de suivre des règles précises. Je pense que chaque film doit trouver ses propres règles et j'ai essayé de trouver les règles propres à ce film-là. Et en l'occurrence, c'est vraiment un film de personnage. C'est pas un film d'intrigue, à mes yeux. L'intrigue, elle se met en place à travers les personnages. Enfin, j'espère en tout cas que ça fonctionne dans ce sens-là. On se demande vraiment ce que va vivre le personnage, ce que vit le personnage. On est moins à fond sur la quête et la poursuite.
En tout cas, j'ai l'impression. Moi, je l'ai construit de cette façon. Ça ne veut pas dire que la poursuite n'est pas importante, mais elle n'est importante que dans la mesure où elle révèle quelque chose du personnage. Non, je trouve ça super que vous ayez essayé de chercher des nouveaux codes. Je trouve que pour mon avis personnel, je trouve que ça marche très très bien dans le film. Enfin, j'ai vu le film hier soir, donc il est assez récent dans ma tête, et moi j'ai vraiment été très accroché. Donc je vous le dis, je vous le dis parce que moi je trouve que votre démarche est belle, elle est bien, et moi je trouve que ça a très bien marché pour ce film. Donc pour vous donner un avis personnel, voilà, je tiens à vous féliciter personnellement parce que moi j'ai trouvé votre film était vraiment très bien. Je vous Voilà. remercie. Alors, j'ai quelqu'un d'autre qui est très enthousiaste, mais plus timide que Nathan Michis, qui pose sa question donc par écrit. C'est Salomé Lé qui vous dit: Bonjour, j'ose pas trop parler, du coup j'écris. J'ai eu la sensation que l'idée directrice du film était de présenter la violence d'un point de vue psychologique, et c'est quelque chose qui est rarement fait dans les films. On s'attarde bien plus sur l'acte de violence que les causes et les conséquences psychologiques. Je voudrais savoir si j'ai bien compris le film et si effectivement l'objet du film est principalement de représenter une violence morale ou s'il y avait d'autres choses plus importantes dans le film. Et elle conclut en disant: J'ai adoré, j'ai été fasciné par la beauté de tous les plans et des idées. Déjà, merci. Oui, oui, complètement. C'est un film sur la violence, mais en fait, en réalité, pour être beaucoup plus précis, c'est un film pour moi sur la fragilité d'un homme et donc sur la fragilité tout court. C'est-à-dire, la question est simple et elle n'est pas posée directement dans le film, et tant mieux. C'est comment vit-on dans un contexte violent quand on est fragile, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce que parce que voilà, pour avoir vécu cette période, je peux vous dire que dans ces contextes-là, on met un peu tout le monde dans le même paquet. On pense que tout le monde va s'en sortir pareil. Euh, Dans un pays comme l'Algérie, alors c'est pas forcément l'Algérie qui est en cause, mais il faut savoir que quand un pays vit ce genre de choses, tout part en couille. Voilà, pour dire ça vulgairement. Il n'y a plus trop d'infrastructures, les gens ne savent plus ce qui devrait être prioritaire. Et du coup, on a tendance à ne pas prendre soin des plus fragiles, à ne pas évaluer suffisamment bien l'impact psychologique de ces événements. Et bien sûr, l'Algérie a fait comme beaucoup de pays dans ces cas-là, c'est-à-dire après un conflit, y compris par exemple la France après la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, vraiment, tous les pays font ça et je comprends au fond, hein. C'est-à-dire, on est très vite passé à une espèce de pardon généralisé, d'armistice. Et du coup, pour que ça fonctionne, voilà, on dit, bon, on va oublier maintenant, on va passer à autre chose, il faut que le peuple se réconcilie. C'était quand même une guerre civile, hein, des gens ont pris les armes et puis ensuite l'ont regretté. Enfin, il y a eu tout un tas de choses de ce type. Donc, il a fallu réconcilier. Et quand on réconcilie, ben, on laisse beaucoup de gens sur le bas-côté de la route, comme le dit un personnage dans le film d'ailleurs. Et donc, dans ce film, je voulais montrer deux personnages qui sont finalement les deux facettes d'une même pièce. C'est-à-dire qu'il y en a un les deux sont fragiles, les deux vont galérer par la suite. C'est juste que c'est à des timings différents. Il y en a un qui se croit très fort et qui donc, disons, a endossé le rôle de cette force illusoire. Donc, il est dans les forces spéciales, il combat le terrorisme chaque jour, il pense qu'il est blindé par rapport à ça. Et lui-même n'a pas vu à quel point son ami était fragile. Il l'a aidé à rentrer dans la police, etc. Donc, ils se sont coupables vis-à-vis de lui et il essaye de l'aider. Mais en réalité, dans le film, j'essaie de montrer que les deux sont en train de sombrer et que celui qui se croit fort et qui pense guider l'autre, ben en fait, il est limite guidé par l'autre. Enfin, voilà, ils ne savent plus dans quelle direction aller. L'autre aussi, il essaie de croire en une chose qui lui permet de s'éloigner d'Alger. Donc pour moi, en fait, c'est pour ça que ce film n'est absolument pas une poursuite, c'est une fuite, en fait. C'est des gens qui sont en train de fuir un contexte qui est trop violent pour eux. Et moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et pareil, je pense que les choses les plus importantes dans le film, c'est des choses dont je n'arriverai jamais à parler, parce que justement, j'en ai fait un film pour ne pas avoir à en parler. Je trouve que la force du cinéma est là et qu'on utilise rarement cette force. Le cinéma est là pour qu'on se passe de discours. Donc, bien sûr, il faut des rencontres comme ça. Voilà, j'essaie de vous répondre le mieux possible, mais comme la personne qui a posé la question, je suis très timide aussi. J'ai beaucoup de mal à parler de ce que je fais et de moi-même. Mais vraiment, tout est dans le film. Enfin voilà, j'ai essayé de faire un film où on sent les choses, qui est peut-être un peu complexe parce qu'il y a beaucoup de grilles de lecture, parce que peut-être j'avais besoin de dire beaucoup de choses. Mais tout est là et tout est là sans discours. C'est dans des regards, dans des sensations, comme vous l'avez très bien dit, Antoine, dans le son, dans l'image. Voilà. Vraiment, le pouvoir du cinéma permet, enfin, la force du cinéma est de permettre ça, quoi, de revenir au symbole. Et voilà, donc
ça parle de violence, ça parle de fragilité dans un contexte violent, ça parle aussi de l'impossibilité en tant qu'être humain d'évoluer dans ce contexte-là. Parce que vous savez, moi j'ai vécu en France, j'ai vécu en Algérie, je connais vraiment les deux points de vue et je les respecte énormément. Et c'est vrai que des fois, dans les pays plus développés, on a du mal à comprendre certaines choses par rapport à d'autres pays. Pourquoi ils ne font pas ça comme ci et comme ça? Ben, parce que ils ont d'autres problèmes à régler déjà, et parce que voilà, ces pays-là ont vécu des choses qui ont fait que psychologiquement, il y a encore beaucoup trop de choses à régler pour en arriver à certains points qui, oui, pour d'autres pays qui vivent dans la paix, sont limite évidents. Donc voilà. Enfin, j'ai beaucoup parlé là, je vous ai tous embrouillé, donc je vais m'arrêter. Ah bah, vous n'avez pas fini parce qu'il y a encore des questions. Alors on va revenir un peu sur les dimensions symboles et animaux. DZD vous demande quelle est votre vision mystique du félin qui apparaît à la fin? Oh, j'ai pas vraiment de vision mystique. Je pense que justement chacun. Là, vraiment, pour le coup, c'est vraiment ce que je disais juste avant. Chacun doit pouvoir interpréter ça comme il veut. Et c'est pas du tout une parade, hein. Euh, Moi, les œuvres que j'adore, bah voilà, on a parlé de Lynch, on peut parler en littérature de Borges, d'ailleurs beaucoup de Sud-Américains. C'est vraiment les œuvres ou des œuvres picturales ou en musique, c'est des œuvres qui laissent l'espace au spectateur. Donc là, vraiment, pour le coup, chacun devrait avoir son interprétation. Par exemple, dans le film, les Touaregs pensent que c'est une espèce d'esprit du désert, les djinns, comme on les appelle en islam. D'ailleurs, en islam, mais islam plutôt ésotérique. Donc une force comme ça surnaturelle qui traîne dans le coin, et ça peut être une définition de la violence. Moi, pour moi, c'est un symbole de la violence, mais de la violence dans tous les sens du terme. Voilà, donc soit la violence un peu mystique, un peu surnaturelle, soit la violence animale, sauvage, naturelle, donc une violence qui fait partie de la vie, contre laquelle on ne peut rien, à la limite, ou si peu, et qui est en nous aussi. Et ensuite, la violence concrète, celle des visages. Voilà, on met un visage sur la violence. Par exemple, en ce moment, nous sommes dans un temps où le visage de la violence, c'est cet homme barbu, c'est l'islamiste. Voilà. En gros, avant, c'était une autre image, c'était le communiste, ou selon le point de vue, selon notre point de vue. Donc voilà, et c'est ce que dit le film aussi, c'est-à-dire qu'importe le visage du mal, l'important c'est le mal en lui-même. Et voilà, moi je fonctionne, enfin c'est très particulier parce que je lis énormément par exemple, mais ensuite je jette tout ça pour essayer de fonctionner uniquement par image forte. Donc l'image de ce félin, pour moi, se confondait totalement avec l'image de ce terroriste. C'est-à-dire, elles sont tout aussi lointaines de nous et illusoires, en fait, d'une certaine façon. Parce que c'est un visage qui est changeant. Le jour où ce sera plus l'islamisme, ça sera autre chose. Et on ne saura jamais d'où ça vient, en fait. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Et pour moi, c'est très important parce qu'encore une fois, l'Algérie a été l'un des premiers pays à connaître cette violence-là, islamiste, hein. Faut jamais oublier ça, hein. Les islamistes tuaient des musulmans au début, hein. Ça, c'est très, très important pour faire le distinguo. C'est-à-dire, nous, on n'a aucun mal à faire la distinction entre cette religion et ce qu'on en fait certains. Et moi et d'autres, on sait parfaitement que c'était pour des raisons totalement politiques. Donc, c'est ce visage de la violence que je voulais questionner. Voilà, le félin en fait partie, c'est l'un de ces visages-là. Merci. Gaël Robert a une question pour vous. Bonjour, merci de répondre à nos questions et d'être là aujourd'hui. Moi, je reviens un petit peu sur ce que vous avez développé à la question précédente. J'ai trouvé ça très intéressant, la façon dont vous avez traité la fragilité psychologique, voire même, on va dire, la maladie psychique. Et je voulais savoir un peu du coup comment s'était passée la direction des acteurs et même de cet acteur en particulier, parce que je trouve que c'est un sujet qui est assez compliqué à représenter au cinéma, et je trouve que vous l'avez très bien fait sans tomber dans un pathos. Enfin, pour ma part, je trouve que vous n'avez pas particulièrement perdu le spectateur et que c'était vraiment bien fait. Donc voilà, je voulais surtout vous savoir quel a été votre rapport avec les acteurs. Ça a été un rapport magnifique, je ne peux pas le dire autrement. C'est-à-dire on a vécu quelque chose de très fort à trois, enfin à trois concernant les deux acteurs principaux, mais ça a été le cas avec tous les autres acteurs. On a eu de très longues discussions. Moi, ma direction d'acteur, bon, je vais dire, c'est un cliché, ça passe déjà par le casting, c'est comment vous choisissez les gens avec qui vous allez travailler. Slimane Banouari, qui joue le personnage de S,
C'est quelqu'un qui n'était pas très connu au moment où je l'ai rencontré, mais qui faisait beaucoup de théâtre. C'est quelqu'un d'ultra sensible. Et ça, franchement, j'en ai pas rencontré beaucoup des comme lui en Algérie. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au fond de ses sentiments. Voilà. C'est-à-dire, il vous donne tout d'un coup. C'est quelqu'un qui pleure sans aucun problème, mais pas qui pleure sur commande. C'est-à-dire qu'il a vraiment des choses en lui qui vont faire que tout de suite, quelque chose va se déclencher et il va y aller à fond. Alors, évidemment, moi, ensuite, mon travail était un peu de le tempérer, parce que c'est vraiment quelqu'un vraiment de tellement sensible qu'il peut vraiment se lâcher complètement devant vous et vous devez un peu tempérer ça. Mais du coup, on a énormément discuté par rapport au personnage, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport surtout à son rapport avec son ami. Et justement, je voulais surtout pas qu'on reste focalisé uniquement sur le terrorisme, etc. Moi, je voulais vraiment que dans le film, on comprenne que ce personnage-là, c'est surtout quelqu'un qui se sent abandonné. Euh, l'un des rêves les plus importants du film, c'est quand même un rêve où son pote le tabac, se retourne contre lui. Donc on voit bien que c'est surtout ça la vraie peur du personnage. C'est plus cette peur-là que celle de ne pas retrouver ce terroriste, en fait. Donc je voulais surtout pas faire des rêves qui tournent uniquement autour de la figure du terroriste. D'ailleurs, il y en a très peu, en fait, quasiment pas. Ce terroriste, il n'apparaît jamais dans ses rêves, à part à la fin où c'est un flashback. Mais voilà comment on a travaillé ensemble, c'est-à-dire avec beaucoup de discussions. Moi, je prends avant tout des gens suffisamment intelligents pour comprendre ce que je veux dire et pour qu'ils s'approprient ces choses-là. Et surtout pas arriver sur le plateau et lui dire, alors là, tu dois pleurer, là, tu dois faire cette tête-là pour qu'on comprenne. Non, surtout pas ça. Surtout pas. Sur le plateau, oui, on va parler de, tu vas te placer comme ça, la caméra va te filmer comme ça, c'est pour exprimer ça. Donc voilà, c'est pour vraiment que la caméra et les acteurs fassent corps, que ma mise en scène et leur jeu racontent la même chose. Mais ça a vraiment été en amont. On a énormément parlé du scénario. Et j'ai envie de dire un truc tout bête, on s'est aimé aussi en fait. C'est-à-dire ils m'ont aimé, je les ai aimés, donc il y a eu une confiance totale entre nous. Et voilà, une fois que les acteurs comprennent bien ce qu'ils sont en train de faire, ont bien compris le scénario, comprennent bien ma vision, c'est gagné, c'est bon. Ils vont aller dans votre sens. Et voilà, donc je ne leur ai pas fait lire des livres de psychologie. Moi, j'en ai lu beaucoup avant, mais pareil, comme je l'ai dit juste avant, j'ai jeté tout ça. J'ai pas du tout essayé de faire une étude clinique. Je sais même pas d'ailleurs de quoi souffre mon personnage. Hein. Bon, évidemment, c'est un choc post-traumatique, mais quand on dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Je voulais vraiment que les choses soient très naturelles, très humaines. Voilà. Et le fait qu'il y ait deux personnages, ça m'a beaucoup aidé parce qu'ils pouvaient interagir entre eux et dans leurs interactions, les personnalités pouvaient ressortir plus facilement. Donc voilà, mais pareil, je vais m'arrêter là parce que je pourrais vraiment passer des heures à répondre. Merci beaucoup, c'est passionnant. Nathan Michis a encore la main levée. Est-ce que vous avez une autre question à poser? C'est juste que vous avez oublié de baisser la main. Alors, écoutez, en attendant, je vais vous poser des questions qui sont apparues sur le fil à nouveau. Laurent Mallet vous dit bonjour déjà. J'ai trouvé les scènes de rêve et d'hallucination particulièrement réalistes. On intègre vraiment l'esprit du personnage. Et j'ai trouvé les transitions entre ces scènes et la réalité, entre guillemets, des autres personnages très fluides. Est-ce que ces transitions entre les différentes dimensions des scènes ont représenté une sorte de défi technique pour vous dans la réalisation? Forcément, c'est pas toutes les transitions sont difficiles dans un film. C'est vraiment des choses qu'il faut apprendre à gérer et pas forcément entre le rêve et la réalité. C'est toujours très compliqué ça. Comme vous le savez, en plus on tourne dans le désordre, voilà. Donc c'est. Mais disons que d'un point de vue purement artistique, plus ou moins, moi c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai énormément travaillé sur le son. Pour moi, les transitions devaient passer par le son, devaient passer. Remarquez-le bien, hein, à chaque fois, c'est un son qui permet de faire ces transitions-là. Mais ensuite, comme d'habitude, il n'y a aucune règle. Moi, comme d'habitude, je juge sur pièce. C'est-à-dire, je vois et pareil pour la mise en scène en général. Que doit raconter la scène, de quel point de vue je dois le raconter, et ensuite je prends mes décisions. Donc les transitions, c'est exactement la même chose. Ou alors, voilà, si vous avez un exemple précis qui vous a plus ou moins frappé, on peut le décortiquer, il n'y a pas de souci. Mais j'ai un peu répondu tout à l'heure, c'est vraiment l'exemple de Buñuel, même si je m'en suis rendu compte après coup, mais je suis convaincu que c'est ça qui m'a inspiré. C'est vraiment le fait qu'un son déclenche le souvenir, déclenche le rêve, déclenche la peur, enfin voilà.
toutes ces choses-là qui font entrer dans le rêve petit à petit. Mais ensuite, au-delà de tous ces cinéastes dont on parle, c'est vraiment, vraiment mes propres rêves qui m'ont inspiré, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais moi-même, j'ai un rapport très particulier à toutes ces choses-là, avec le sommeil, avec les rêves, etc. Voilà, je me suis beaucoup inspiré de ce qui m'arrive à moi-même, quoi. Voilà, donc oui, c'était difficile, mais pas plus que... En fait, c'est ça, je pense, que je veux dire surtout, c'est-à-dire pas plus que d'autres transitions, en fait. C'est vraiment, faut pas rater ces transitions quand on fait un film. C'est pas évident. Pas toujours évident. Des fois, ça passe tout seul, mais des fois, faut... Voilà. En tout cas, il faut y penser en amont. Il ne faut pas attendre le montage, sinon on risque d'avoir quelques problèmes. Alors, 2 questions à nouveau de DZD. À propos des rêves, est-ce que vous savez faire des rêves lucides? Et deuxième question, est-ce que vous avez tout filmé? Je ne sais pas ce qu'est un rêve lucide, mais Est-ce que je sais faire des rêves lucides? est-ce que vous savez faire des rêves lucides? C'est-à-dire moi-même ou dans des films? Voilà. Je sais faire des rêves lucides. J'imagine vous-même pour. Alors, j'en fais, donc Oui, j'imagine que je sais faire. vous-même, précise DSD. Oui, des rêves lucides, oui, sans doute, hein, oui. Je ne sais pas trop ce qu'il entend par là. Et la deuxième partie de la question, peut-être ça va éclairer Il là. entend par là contrôler vos rêves. C'est-à-dire, est-ce que quand vous Ah, oula, oui, tout à fait. Alors, contrôler mes rêves, non, mais par contre, je me rends compte que je rêve dans mes rêves, oui. Et je fais des rêves suffisamment réalistes. Moi, j'aurais pu jouer dans Inception, en fait. Je fais des rêves Inception, comme je le dis. C'est-à-dire des rêves, j'ai l'impression que ça dure 1 an. Et donc, quand je me réveille, je suis complètement choqué. J'ai l'impression d'avoir vécu 1 an de vie. Et c'est très, très dur de revenir à la réalité après, ouais. D'ailleurs, je pense vraiment qu'il faut que j'aille consulter, parce que j'ai des grands problèmes de sommeil et de cauchemar. Mais ça va rester entre nous, ça. Heureusement que personne ne nous regarde. Ou sinon, vous en faites un autre film, c'est aussi une autre possibilité. Ouais, voilà, exactement. Franchement, je pense que le fantasme de tout cinéaste, c'est de pouvoir prendre une caméra et l'amener dans le rêve pour filmer directement. Ça viendra. Ça viendra. Alors, le même DZD vous demande si vous avez tout filmé en décor naturel. Alors, oui, sauf une exception, parce qu'il faut toujours une exception, à la fois pour des problèmes logistiques et à la fois, soyons très honnêtes, pour des questions de financement. Je m'explique. La seule scène que j'ai tournée en studio, mais vraiment en studio, c'est on a reconstitué tout le décor, c'est la scène dans la chambre quand S massacre les chèvres. Voilà. C'est des chèvres, hein, pas des moutons, d'ailleurs, en l'occurrence. Je corrige la question, une question précédente. Parce qu'on a eu des financements de la France, mais pas énormément. Et en même temps, on était obligé de dépenser dans la région où on a eu le financement. Et d'un autre côté, en Algérie, l'hôtel dans lequel je devais tourner, c'était vraiment très compliqué d'utiliser autant de sang, de dégueulasser comme ça la chambre. C'était vraiment compliqué. Donc voilà, donc on a pris la décision de tourner 2 jours en France. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai du mal à me rappeler de ça, parce que pour moi, vraiment, on a tout tourné en Algérie. C'est tellement exceptionnel. Voilà, c'est la seule scène. Sinon, tout a été en décor naturel et plus ou moins en respectant d'ailleurs le cheminement des personnages. C'est-à-dire vraiment, le film commence au nord, j'ai tourné au nord. Au milieu du film, on est vers le centre du désert, j'ai tourné à peu près à ce niveau-là. Et puis à la fin, on est tout au sud, c'est-à-dire à plus de 2000 km d'Alger. Voilà, donc non seulement naturel, mais en suivant un peu la topographie, ou la géographie plutôt, pardon, la géographie de l'Algérie. Il y a eu des questions de sécurité qui sont posées par moment, parce que j'imagine que dans le sud, peut parfois être un peu compliqué. Plus ou moins. De toute façon, l'Algérie est un pays très complexe. Non, pas vraiment de problème de sécurité. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu de banditisme et tout, mais non, ça va. En plus, on a tourné à Djanet, donc proche de la Libye. Donc, on s'attendait vraiment à ce qu'on ne nous autorise même pas à tourner, mais en fait, aucun souci. La ville est très calme. Il y a eu aucun problème, vraiment. Par contre, ensuite, au centre de l'Algérie, oui, j'ai dû un peu rassurer, disons, les services secrets algériens. Et vraiment, les services secrets algériens, ce n'est pas une façon de parler. Qui nous ont vraiment posé énormément de questions. Mais une fois qu'ils nous ont vu tourner, on a eu la paix. Sincèrement, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes à tourner ce film. Et surtout dans le sud. Je pense que c'est plus compliqué dans le nord que dans le sud. D'accord.
Alors, Marie Gauthier vous demande pourquoi avoir attendu la fin du film pour expliquer l'origine de la folie du personnage. Parce que c'est ce que je disais au début de cette discussion, parce que je ne voulais pas du tout que ce soit l'enjeu principal du film. Mais peut-être par esprit de contradiction, justement, je me disais que à la fin, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir cette espèce d'explication, mais qui n'en est pas une en fait, parce que vous avez l'explication, mais finalement, est-ce que c'est plus important dans le film? J'en doute. Ce qui est important à la fin, c'est vraiment ce qu'en pense le personnage de l'autre fille, pour moi. Et cette marche dans le désert, etc. Donc pour moi, c'était important de donner, disons, d'ailleurs, je n'explique pas vraiment, ce qui explique, c'est le flashback à la limite, mais à la fin, bon, on a quelques informations supplémentaires, oui. Mais plus des informations supplémentaires sur le rapport entre les deux personnages, c'est-à-dire voilà, que l'un des deux a fait entrer l'autre dans la police, etc. Euh, mais oui, c'est totalement ça. C'est vraiment pour dire au spectateur, oui, à la fin, je vais donner cette explication, mais si tu as aimé ce film et si ce film t'a parlé, et donc que tu es arrivé à ce moment-là du film, bah, ça y est, c'est fait, quoi. Enfin, tu as déjà l'essentiel en toi, quoi. Et surtout, c'était pour ramener cette fin avec l'arme, qui est pareil, une fin à interprétation multiple. Enfin, moi, j'ai la mienne, mais voilà. Alors, on parle beaucoup de la fin. Moi, je voulais vous poser quand même une question sur le début, sur ce plan séquence assez impressionnant, mais qui en même temps comment dire, ne mythifie pas du tout la figure du terroriste. Autant quand il le cherche dans le désert, ça devient une sorte de figure mythique et abstraite. Là, c'est vraiment un bras cassé que vous montrez. Pourquoi est-ce que vous avez d'abord choisi de le tourner comme ça en plan séquence et d'en faire un peu ce pied nickelé du terrorisme qui n'est pas très adroit, enfin pas très impressionnant. C'est pas un terroriste de film, quoi. Oui. Le plan séquence, d'abord pour des raisons claires, qui sont voilà, inhérents au plan séquence en général, c'est-à-dire essayer d'avoir une espèce d'unité de temps pour immerger le spectateur dans cette action-là. Mais par contre, je tenais à tourner le plan séquence d'une manière un peu particulière et d'utiliser la Steadicam d'une manière un peu particulière, notamment en changeant de point de vue, en allant chercher des personnages, en revenant, etc. Et en ayant une caméra un peu flottante, un peu bizarre. Moi, pour moi, c'est installer un sentiment de cauchemar et avant tout pour moi-même, parce que j'avoue, je fais aussi des films très égoïstement. Moi, cette scène-là, c'est quelque chose, quand j'étais adolescent, on voyait ça tout le temps à la télévision, des gens qui se faisaient tuer exactement de cette façon devant chez eux. D'ailleurs, l'acteur que j'ai choisi, qui est journaliste, écrivain d'ailleurs, ressemble, enfin, on lui a fait un look d'une de ces personnes, Tahar Jaout en l'occurrence, pour ne pas le nommer, qui s'est fait tuer devant chez lui, dans sa voiture, quasiment sous les yeux de sa femme, exactement comme dans le film. Donc pour moi, ça, c'est vraiment le sommet du cauchemar. Et, donc voilà, ce plan en séquence, c'est vraiment pour avoir une espèce d'immersion. Et puis, c'est aussi pour mettre en place une espèce de, comment dire, c'est le premier animal du film, en fait. Cette caméra, c'est comme un serpent, en fait. Voilà, je pensais à ma caméra comme un serpent. Voilà. Le serpent étant une espèce de figure du mal, voilà, classique. Ensuite, pourquoi cette scène? Cette scène est très, très, très importante pour moi. D'ailleurs, beaucoup de gens m'ont dit qu'elle ne colle pas avec le reste du film, et tant mieux. C'est exactement l'objectif. C'est-à-dire que pendant tout le film, j'essaye de montrer que le mal n'est pas cette figure-là uniquement, que se focaliser uniquement sur cette figure est une erreur. Voilà, j'essaie de parler du mal et de la violence d'une manière un peu différente, un peu personnelle, voilà, du point de vue des victimes. Mais je ne pouvais pas faire un film sur une figure de terroriste. À la fin, on voit bien qu'il n'a jamais existé, entre guillemets. Enfin, il n'a jamais existé. En tout cas, il n'est pas dans ce désert. Cette course-poursuite n'a aucun sens. Mais je ne peux pas, si je n'avais pas mis cette scène, c'est comme si je disais que ce terroriste n'a jamais existé réellement. C'est-à-dire le terrorisme islamiste n'existe pas, si vous voulez. Il y a beaucoup de théories du complot en Algérie quand même, comme quoi l'État algérien a tout monté de toutes pièces, etc. Moi, je suis du genre à penser que la réalité est complexe, c'est-à-dire que tout le monde a profité du bordel pour régler ses comptes, donc l'État algérien y compris. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, qui a fait quoi, ça c'est beaucoup plus compliqué. Mais de là à dire que ces groupes n'ont jamais existé, que l'islamisme politique et terroriste n'existe pas, etc., ça c'est un non-sens pour moi. Et il était de ma responsabilité de dire, voilà, le personnage que je vous présente délire, est en plein délire, et c'est l'une des causes du mal aussi, c'est de poursuivre sans cesse un ennemi, c'est de toujours être dans la vengeance, dans ce cercle infernal de la violence. Donc je montre un peu l'absurdité de cette course-poursuite, mais d'un autre côté, je montre clairement que cette personne qu'il poursuit a réellement existé, a réellement tué,
Et pour cela, oui, il faut forcément le montrer d'une manière beaucoup plus réaliste, beaucoup plus froide, beaucoup plus voilà. Et oui, il est gauche parce qu'ils étaient tous comme ça. C'était des petits jeunes qui venaient de prendre les armes, qui n'y connaissaient rien. Donc, vraiment, cette scène, oui, a été traitée de la manière la plus réaliste possible, c'est-à-dire en suivant les faits tels qu'ils se déroulaient. Juste après cette scène, on entre dans totalement autre chose. Donc, pour moi, ça se complète totalement. Et je pense que je trouvais que c'était de ma responsabilité de cinéaste et d'être humain, d'ailleurs, de montrer ça. Sinon, il manquerait quelque chose. Et sinon, le propos du film aurait été complètement différent. Il aurait été de dire tout ça n'existe pas, c'est dans votre tête. Et ce n'est pas du tout le propos, non. Voilà. Y a-t-il encore une question, une dernière question sinon, Ah, voilà. Sarah vous demande si vous avez tourné avec une équipe importante ou en effectif plutôt réduit. Alors, Sarah, je ne vais pas me plaindre. Ça pourrait prendre des heures aussi, expliquer comment ce film a été tourné et tout. Mais non, l'équipe était réduite. Elle était réduite à son strict minimum. On n'avait pas énormément de budget. Il a fallu tout prévoir à l'avance. Et surtout, là où c'est une petite fierté quand même, parce que l'équipe était, la majorité de l'équipe était algérienne. Ce qui arrive assez rarement sur une coproduction. Et je l'avoue, moi-même, j'étais parti au départ. Comme tout le monde, je me disais, voilà, je vais ramener des chefs de poste de l'étranger qui vont apprendre leur métier à des assistants algériens. Bien évidemment, sur certains postes, on peut avoir des chefs de poste algériens qui sont excellents. Mais voilà, comme vous le savez, on n'a pas énormément de techniciens en Algérie. Donc, il suffit que, par exemple, s'il y a 2 bons chefs-op algériens, s'ils sont pris à ce moment-là, c'est fini, quoi. Donc, je suis obligé de ramener. Bon, en l'occurrence, j'avais un chef-op qui venait de l'étranger. Il y avait donc le chef-op qui était étranger. En l'occurrence, il est japonais, mais il vit en France. Ma script était française. Et franchement, elle aurait pu être de n'importe quelle nationalité parce qu'on a eu un feeling tellement magnifique que voilà, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Et sincèrement, il n'y a pas beaucoup de scripts en Algérie. Voilà, c'est ce genre de calcul. Mais pour tout le reste, notamment le premier assistant, voilà, ça devait être un étranger très aguerri parce qu'on pensait effectivement, la logistique du film était très compliquée à mettre en place. Pareil pour la régie. Finalement, c'est des Algériens qui ont tenu ces rôles et qui les ont très, très bien tenus. Même si le premier assistant n'avait peut-être pas énormément d'expérience, mais il était suffisamment motivé et bon surtout pour gérer tout ça, quoi. Et donc j'ai eu une équipe assez jeune, mais extrêmement motivée. C'était un bonheur. C'est comme pour les acteurs, voilà. C'est un peu la chance qu'on a quand on n'a pas de budget et qu'on tourne dans des territoires hostiles quand même, hein. C'est en pleine nature comme ça, dans la chaleur et tout. Et dans un pays, voilà, où il n'y a pas tant d'infrastructures que ça. Enfin, faut tout prévoir en avance, quoi. Que ce soit le matériel ou l'équipe. Donc voilà, équipe réduite, tournage réduit, tout réduit en fait, mais grande ambition et surtout une volonté de voir cette ambition à l'écran, malgré le manque de moyens, malgré les bâtons dans les roues innombrables. Enfin voilà, on pourrait vraiment y passer la semaine. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté de tourner un film dans ces pays-là, ouais. Et en Algérie en l'occurrence. Merci. Une question de Dorine Gandon. Ah, pardonnez-moi, hein, je vois que j'ai plus de batterie. Si vous me laissez juste mettre mon... Je ne pensais pas que ça allait. Donnez-moi 5 secondes. Branchez l'ordinateur et pendant ce temps-là, Dorine, vous pouvez allumer votre caméra et vous préparer à poser votre question. Vous pourrez mettre ça dans le bêtisier s'il y en a un. Avec le bruit et tout. Voilà. Du moment que ça ne coupe pas. Dorine, on vous écoute. Oui, je suis désolée, je viens de voir que je ne peux pas allumer ma caméra tant que je n'ai pas téléchargé l'application. Donc, je vais juste poser la question comme ça. Je voulais revenir sur le terrorisme. Donc déjà, merci de répondre à nos questions, c'est passionnant. Sur Abou Leila, vous en faites le titre de votre film. Oui. C'est Excusez-moi. On recherche les 2 personnages principaux tout le long du film et on se rend compte au fur et à mesure que finalement ils n'existent pas vraiment. Mais il y a une scène où l'autre fille est dans un café et il montre
la figure d'Abou Leila et un autre personnage qui est déguisé, qu'on décrit comme fou, le reconnaît, puisqu'il me semble qu'il dit Abou Leila, justement, et je voulais savoir à quel point, pour vous, ce terroriste était un peu le rêve des deux personnages principaux, ou bien au contraire, comme reconnu par la population de manière générale, par plus que ces deux personnages. Oh, j'ai un peu répondu à cette question juste avant, c'est-à-dire c'est les deux, c'est-à-dire c'est un personnage qui est fantasmé, oui, parce que c'est une figure, et puis d'ailleurs cette photo n'a pas été faite par hasard, c'est une photo qui est inspirée d'une autre photo qui a été hyper diffusée en Algérie à cette époque-là. C'était la photo d'un émir, comme on disait, terroriste, c'est-à-dire un chef de groupe, on va dire, dans les maquis, et qui a été beaucoup diffusée, et c'est limite devenu une espèce d'image de ces groupes terroristes, en fait. Donc je trouvais ça très intéressant d'utiliser le même cadrage, le même noir et blanc, etc. Bon, en modifiant un petit peu, mais la même barbe, la même chose. Tout pareil. Donc ça, c'est fantasmé, c'est le côté fantasmé. Mais d'un autre côté, voilà, comme je l'ai dit, à aucun moment le film nie que ce terroriste a réellement existé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire, oui, il a existé, mais il est ailleurs, quoi. Enfin, personne ne l'a retrouvé, il n'est pas dans le désert, le mec a eu une fausse info, etc. Donc c'est les deux à la fois. Maintenant, le fait qu'un fou reconnaisse ce terrorisme, moi déjà, ça me faisait marrer, je trouvais ça marrant, c'est un truc, voilà, ça fait partie des choses, je sais que ça a un sens, mais je ne sais pas exactement lequel. Sur ce coup-là, j'avoue, je n'ai pas de réponse précise, je trouve juste que l'image est très forte, et d'ailleurs, on le voit lire le journal à un moment, donc il ne serait pas étonnant que ce soit le seul de tout ce café à lire le journal, en fait, alors il est complètement fou. Et en plus de ça, déguisé en gendarme. Alors, tout ça, ce package-là, il me parlait énormément. Je trouvais ça très parlant. Mais ensuite, comment exactement, je ne sais pas. Je serais curieux d'avoir vos avis, d'ailleurs, ou l'avis des spectateurs en général. Donc voilà, à la fois fantasmé et réel. Comme tout, peut-être, dans la vie, d'ailleurs. D'accord, merci. De rien. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être Non, je crois que vous avez tous envie d'aller en terrasse boire des coups. Moi, j'ai deux questions quand même avant qu'on termine cette rencontre. Je me souviens plus ce que vous m'aviez dit au moment où on s'était vu. Est-ce que le film a réussi à sortir en Algérie dans le contexte actuel Toujours pas Toujours pas. Toujours pas. On nous annonce des dates de sortie. Là, en Algérie, ça se détend un peu au niveau Covid, mais enfin, depuis même avant la France. Bon, ensuite, on n'a pas énormément de salles de cinéma, mais 2-3 films sont sortis, mais non, le nôtre, toujours pas. On me parle du mois de juin, mais maintenant, je vous avoue que je reste très prudent. Et franchement, 2 ans après, je ne sais même plus si ça veut dire quelque chose. Bon, moi, ce qui m'importe, c'est que les Algériens le voient, mais je pense que depuis, ils ont dû le voir en piraté depuis longtemps. C'est la question que j'allais vous poser, parce qu'on sait que dans C'est ces cas-là, dommage, ouais, c'est dommage. Mais d'un autre côté, vous voyez, justement, dans ce cas de figure, moi, je ne vais pas dire, oh mon Dieu, on a vu mon film en piraté, il faut le bloquer tout de suite. Non, pas du tout. Moi, j'ai complètement laissé faire. Maintenant, la distrib ne sera peut-être pas contente. Mais bon, ensuite, franchement, les gens qui sont en Algérie, ils n'ont aucune autre façon de voir le film, et je trouve ça vraiment très triste. Maintenant, soyons clairs, c'est toujours un objectif de la production algérienne. On est en contact avec les gens, on essaie d'avoir des informations plus précises, mais j'imagine que c'est le temps que tout se réorganise un peu, parce qu'en Algérie aussi, tout était fermé, enfin voilà, les frontières étaient fermées aussi, donc voilà, moi je suis à Paris, mais je vis beaucoup entre les deux, donc là, cette année, vraiment pour la première fois de ma vie, j'ai pas du tout pu descendre. Voilà, donc je sais pas du tout. Je sais pas où ça en est, mais je garde espoir, ouais. Et j'ai hâte. Gaël Robert a une question à vous poser. Oui, je me permets juste pour parler de ce qui est de la réception. Je sais que c'est une question peut-être un petit peu classique, mais de la part du public, surtout du public algérien, qu'est-ce que vous voudriez que votre film suscite quoi plutôt auprès du public, surtout algérien? Est-ce que vous avez pas forcément des attentes particulières, mais il y aurait quelque chose un message qu'il faudrait vraiment retenir à la fin du film, une fois qu'on sort de la séance? Aucun.
Je n'attends rien du tout. Je n'attends rien, je ne pense pas au public quand je tourne, je ne pense pas au public quand j'écris. C'est impossible. Chaque personne est différente. Enfin, c'est niveler une œuvre par le bas de penser comme ça. Dès qu'on commence à penser au public, c'est fini. C'est fini parce que vous ne pouvez plus être vous-même, vous ne pouvez plus aller au bout de vos idées, vous êtes constamment à vous demander ça, qu'est-ce qu'ils vont en penser, ça. Enfin voilà, on s'en sort plus. Vraiment, alors, le film n'a pas été projeté en Algérie, mais évidemment, énormément d'Algériens ont déjà vu le film, que ce soit ici ou dans d'autres pays ou en ligne ou voilà. Et j'ai déjà eu beaucoup de retours. Moi, je suis très heureux d'avoir des retours très différents, globalement positifs. Bizarrement, parce que limite, la qualité du film n'est même pas en jeu. Quelqu'un pourrait trouver le film génial et ne pas du tout être d'accord avec. Mais je pense que voilà, d'ailleurs, c'est le sens de votre question, j'imagine, oui. Ne pas du tout être d'accord avec ce qu'il véhicule comme idée sur cette période, etc. Mais c'est évident, ça, que beaucoup de gens ne vont pas être d'accord. Vraiment, ça sera automatique, puisque chacun a vécu cette période différemment. Mais justement, le fait de ne pas faire un film qui est dans la reconstitution ou dans une espèce d'obsession de réalisme, pour moi, c'est perdu d'avance, hein. Parler de ce sujet en essayant d'être vraiment dans une espèce de reconstitution ou dans la chronique où on essaye d'expliquer les faits, c'est mort parce que la situation est trop complexe, que chacun a eu un avis différent sur les faits, sur, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, sur, comme on dit chez nous, le qui tue qui, c'est-à-dire certaines théories du complot, enfin voilà. C'est trop vaste et c'est pour ça que moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment la psychologie de mes personnages, la position de la fragilité dans un contexte violent, etc. Pour moi, c'est ça les questions les plus importantes parce que les autres questions, sincèrement, on peut y passer des heures, on n'aura pas de réponse. C'est pas le plus important pour moi. Et surtout, comme je vous l'ai dit, moi, je crois que, comme toujours, la situation est complexe et que tout le monde a raison, d'une certaine façon. Oui, tout le monde a raison. Tout le monde a profité du merdier pour régler ses comptes ou faire ce qu'il avait envie de faire, quoi. L'objectif, donc, c'est surtout que les spectateurs, enfin, que chacun s'empare du film à sa manière, en fait. Ah oui, complètement. Ensuite, ça, c'est un peu basique de dire ça comme ça. Mais non, moi, ce que je veux surtout vous dire, c'est que je ne pense pas du tout au public, non. Parce que c'est complètement abstrait. C'est une notion qui ne me parle, mais pas du tout, hein. Que ce soit le public algérien, français. Moi, je veux faire plaisir à personne. Je veux faire plaisir à aucune commission non plus. Enfin, voilà, quoi. C'est pour ça que j'ai très vite appris à faire mes films avec très peu d'argent, hein. Sinon, c'est une façon de rester libre aussi, de rester libre dans son propos, dans son attitude, parce que je pense vraiment que tout le monde vous pousse à parler de... Vraiment, hein, même en France, partout, hein, partout, il y a toujours des points de vue très lourds avec lesquels on doit faire, mais je sais pas, moi je pense être un mec bien, je pense pas pousser à la haine ou pousser à la violence, donc j'ai pas de limite quoi, dans ce que je raconte, dans ce que je fais. Et je pense que tous les points de vue doivent être mis sur la table et qu'on doit surtout respecter tous les points de vue aussi. Et dans mes films, j'essaie de faire ça, de respecter mes personnages du plus abject au plus positif, parce que ce sont tous des êtres humains, c'est tous des bébés, des enfants. Enfin, je sais pas, moi souvent je pense à ça, hein, on a tous été des bébés, des enfants, des gens cool. Donc à quel moment ça a merdé pour certains, à quel moment ça... C'est ça qui est le plus intéressant. Donc pour le reste, non, j'essaie de ne pas me censurer. La meilleure façon de ne pas se censurer, c'est de surtout pas penser au public ou à ce que va penser un tel ou un tel, hein. Sinon, on fait des films. Sinon, oui, sauf si vous faites évidemment des films pour toute la famille ou grand public, ou si vous voulez que ça marche ou que ça cartonne avec une bonne dynamique. Oui, là, pourquoi pas, hein. Et c'est des films que je peux aimer aussi. Mais moi, ce n'est pas du tout mon projet, je dirais. Merci. Nathan a une question à nouveau à vous poser. Oui. Moi, c'était la même question que Sarah qui est dans le chat. C'est vraiment une question par rapport du coup au futur. Donc, si vous avez des projets en préparation, voilà, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement la même chose que vous voulez faire dans le futur. Si vous êtes en train d'écrire, si vous allez tourner bientôt. Voilà. Merci. C'est des questions auxquelles on a beaucoup de mal à répondre. Oui, bien sûr, j'ai beaucoup de projets, même très différents les uns des autres. Mais malheureusement, je dis malheureusement parce que j'aime pas trop me répéter, je crois que le prochain va traiter de la même période. Ça, j'ai un peu du mal avec ça, mais vu qu'il traite de cette période d'une manière totalement différente, et ce sera limite le contre-champ ou le petit frère d'Abou Leïla, c'est complètement différent, mais c'est la même période, ouais. Donc je pense que j'ai pas terminé, j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire sur cette période-là,
mais que ce sera le dernier film, je pense, que je ferai sur les années 90. Parce que j'ai On peut beaucoup faire les de deux faces projets qui d'une même pièce. Comment? On peut faire les deux faces d'une même pièce. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je dirais que le projet là, donc, qui est le plus proche d'être fait, j'espère l'année prochaine, si tout va bien, je voulais absolument le faire, mais j'imaginais que ce serait plutôt un projet dans quelques années, quoi. Mais là, enchaîner les deux, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, ça me dérange de moins en moins, parce que comme vous dites, ouais, c'est un peu une façon d'explorer à fond ce sujet, puis de passer à autre chose, sur une espèce de diptyque, mais avec deux films mais complètement différents. Eh ben voilà, une bonne nouvelle. On attend le retour d'Abou Leila ou la vengeance du fils d'Abou Leila. Exactement, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Amine, de nous avoir Merci à vous. accordé à nouveau ce moment. Et, Merci à vous, Antoine. Merci à et tous. à très bientôt donc, pour la suite. Voilà, Ça marche. merci à tous. Merci Amine pour cet Adrien. échange, pour votre présence, pour votre disponibilité, pour avoir réussi à Avec ouvrir plaisir. la webcam et le micro. Alors, on a une dernière question de Marion, pardon. Ah. Non, pas une question, juste une remarque pour dire, voilà, bravo, parce que moi j'ai beaucoup aimé ce film, comme vous avez dit, je trouve que c'est très courageux d'avoir pris ce parti pris artistique qui change un peu. En fait, je trouve qu'on a besoin de films comme ça, et quitte à déplaire à un certain public, je trouve que c'est important, voilà, d'avoir des films avec vraiment une psychologie des personnages qui est creusée, avec une vraie esthétique, des vraies pistes de réflexion. Et surtout, on parle pas vraiment de ce sujet de la décennie noire des années 90 en Algérie. Je trouve que c'est un sujet qui est peu connu des Français en général. Enfin, moi, c'est un sujet Alors que, algérien. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, mais j'ai l'impression que c'est pas, enfin, même l'histoire de l'Algérie en général n'est pas un sujet qu'on aborde beaucoup à l'école, dans les conversations quotidiennes et tout. Donc voilà, je voulais juste dire bravo. merci. Et dans les messages, beaucoup de remerciements pour cette rencontre et même des gens qui disent qu'ils ont voté pour vous. Voilà. Ça n'a aucune importance. C'est l'échange qu'on vient d'avoir. C'était super. Merci beaucoup. J'espère avoir bien parlé et avoir été assez clair, car je ne suis pas le meilleur dans cet exercice face caméra, je veux dire. Ça aurait été mieux qu'on soit tous ensemble, mais bon, c'est comme ça. La prochaine fois. C'est super en tout cas, merci beaucoup. Et juste en discussion, si ça vous intéresse, j'ai mis la référence de l'anthologie de la nouvelle poésie algérienne de Jean Sénac. Je ne sais pas si vous... Oui. D'accord, Jean Sénac. Justement, il y a Youssef Septi, je crois, dont vous avez parlé. C'est un livre de Jean Sénac, c'est une anthologie écrite par Jean Sénac. Une anthologie de la nouvelle poésie algérienne qui date des années 70 et qui rend hommage justement à tous les poètes des années 90. D'accord. Ah bah écoutez, merci. Ok, c'est parfait. Parfait. Merci beaucoup. Des vrais échanges dans les deux sens. Exactement. Et ça, c'est super. Ah bah j'avais pas vu. En fait, je viens de capter tous les messages à droite. Ça sera aussi dans le bêtisier. Ah bah voilà, parfait. Aucun problème. Je vais me redire tout ça. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tous. Merci Amine, merci Antoine et merci à tous les étudiantes et étudiants jurés. Effectivement, n'oubliez pas de voter avant dimanche parce qu'après, ça sera trop tard et on se retrouve très prochainement. Merci à tous et bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir.